Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la suite de l'exercice que nous avons commencé ensemble, à savoir donc l'intégration de cette maquette, donc centrée autour du ski. Et la dernière fois on avait fait uniquement le code PHP, on avait juste mis de côté le petit moteur de recherche qu'on verra par la suite ensemble. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser au design un petit peu de ces différents contenus qu'on a récupérés, en essayant du coup d'intégrer cette maquette. Donc pour ça on va avoir besoin d'utiliser essentiellement du HTML et du CSS. Et donc on va commencer à préparer l'arborescence de notre site, de façon à ce qu'elle puisse recevoir ces différents fichiers. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Assets, dans lequel on va créer un sous-dossier qu'on va appeler CSS. Donc notre site va également avoir besoin d'avoir des images, donc dans Assets je vais créer un dossier image, et on va anticiper un petit peu, si jamais on en avait besoin par la suite, un dossier JS et un dossier font, pour recevoir les différents polices de caractères. Fonts. Dans notre dossier CSS, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler main.css, et c'est lui qui va du coup avoir l'ensemble de nos fichiers CSS, de nos propriétés CSS, pardon. Donc là c'est bien, j'ai créé un fichier CSS, il est vide, mais avant même de pouvoir l'utiliser, il va falloir que je le lie à mon fichier principal, à savoir index.php. Donc pour ça, je vais créer une structure PHP dans ce dossier, dans ce fichier. Donc je reprends le petit doctype HTML5. Donc ici, je vais changer le title de la page, donc c'est ce qui s'affiche dans l'onglet du navigateur ici. Donc là, on va mettre ma station de ski. Hein. C'est pas très inspiré, c'est pas grave. Et on va écrire à l'intérieur Hello. Juste pour voir où s'affiche ce texte, on va recharger notre page. Donc ici, on voit bien que notre Hello est bien chargé. Si j'affiche le code source, ici, je vois bien que j'ai la structure que je viens de mettre en place. Et dans l'intitulé de mon onglet, on voit bien qu'il y a ma station de ski qui est bien présent. On va retourner sur la maquette un petit peu, on va regarder comment c'est construit. Donc on peut voir ici qu'on a un header qui est composé d'un logo, d'un moteur de recherche. Ensuite on a une bannière composée d'une image et d'un titre. Si on descend un petit peu, on a ici un sous-titre avec une petite description en dessous avec un petit picto à côté. Ensuite on a une liste d'éléments, à savoir les listes ouvertes, les pistes ouvertes sur le nombre de pistes fermées par couleur de difficulté piste. Et ensuite, on a un tableau qui nous reprend l'ensemble des pistes de ski, avec à chaque fois une petite pastille de couleur qui représente son niveau de difficulté, le nom de la piste et son statut, à savoir si elle est ouverte ou fermée. Hop. Donc du coup, on va aller essayer de faire ça. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va aller créer la structure HTML de notre page. Donc on vient de dire qu'on avait un header. Je vais mettre un ID header pour manipuler, en CSS. Dans ce header, on avait une image qui est donc un logo, et on avait un petit moteur de recherche. Donc un moteur de recherche, on va faire ça dans un formulaire. Comme c'est un moteur de recherche, on va lui mettre la méthode get. En action pour l'instant on met rien, on verra quand on fera le traitement derrière. Comme on veut respecter le W3C, on va mettre des balises de type bloc autour des différents éléments de formulaire. Et donc dans ce formulaire, on a un input de type texte, on pourra mettre type search, mais là on va préférer type texte, avec un name qui est search. Donc ça on n'aura pas besoin pour le CSS, mais ça nous servira par la suite pour le PHP, donc on va l'anticiper maintenant. Une value qui est vide, et on a vu qu'on avait un placeholder. Donc j'ai récupéré le texte du placeholder, hop, qui recherchait votre piste. Donc ici je prends sa valeur. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc évidemment il va manquer des informations, hein, puisqu'on est en train de composer nos éléments. Donc là l'image il ne la trouve pas, puisque pour l'instant on lui a juste mis la balise image. Et le petit moteur de recherche, on n'a pas pour l'instant de bouton de saisie, parce qu'on l'a encore une fois pas mis non plus. Donc on va aller mettre ce petit bouton de saisie. Pareil, ici, je vais mettre une classe submit sur la div de façon à pouvoir la manipuler indépendamment de l'autre. Et puis l'autre, tiens, pour la travailler plus facilement, je vais mettre une classe input. Et ici, je vais mettre un input pour pouvoir soumettre notre formulaire, donc de type submit, qui aura comme value recherché, puisque c'est un moteur de recherche. Hop, si on recharge, donc là on voit que notre formulaire commence à ressembler un petit peu à quelque chose.
Comme on est sur un logo, en général, on met un lien sur un logo qui permet de retourner à la page d'accueil. Donc on va encapsuler notre image dans un lien. Ce lien, on va bien penser à lui mettre le petit title. Donc le title, ça va être accueil. Et donc le lien, on met rien pour l'instant, parce qu'on n'a qu'une seule page sur notre site. On verra si par la suite on rajoute d'autres pages. Donc ici, ce sera intéressant de mettre le chemin vers l'image. Donc pour ça, on va retourner sur Photoshop et on va découper notre image. Donc pour ça, je me mets sur le calque de mon image en faisant CTRL, enfin je prends l'outil ici de déplacement, donc qui est la quadruple flèche là. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et donc je clique sur l'élément que je vais sélectionner. Ça me déroule le calque en question. Donc là, je ne me suis pas tout à fait bien mis dessus. Donc hop, voilà. Donc là, je me mets bien sur le calque en question. Je fais clic droit sur la miniature du calque et je clique sur dupliquer et je le duplique dans un nouveau document. Donc là, on peut voir qu'il est ici. Je vais ensuite dans Images, Rognage. Ici, je coche bien la case Pixels transparent et je vérifie que je rogne bien les pixels transparents qui se trouvent en haut, à gauche, en bas et à droite. Je fais OK. Hop, et si je zoome un peu, je vois que j'ai uniquement mon image qui est présente. Donc là, je vais faire Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web et on va l'optimiser cette image. Donc là, je vais garder la transparence, donc je le mets en PNG 24 et je vais faire enregistrer. Je vais aller du coup, hop, dans mon dossier de projet, donc je vous le mets sur le côté pour pas que vous puissiez voir mon arborescence. Hop. Donc je vais dans vidéo. Hop, voilà. Donc je vous remets la petite fenêtre. Ici je vous mets du coup le nom du fichier image, donc je vais mettre logo.png. On enregistre. Je retourne sur mon index.php et ici je pourrais mettre le lien vers mon image. Donc mon image, moi je l'ai enregistré dans assets, image. On peut la retrouver ici. Donc ici assets /image /logo.png. Je retourne sur mon navigateur et ici je vois bien que du coup j'ai mon logo qui est présent et j'ai même la petite main qui me dit bien que c'est un lien. Donc là on a fait les différents éléments qui étaient présents dans notre header. Ces éléments ils sont positionnés les uns à côté des autres. Donc pour pouvoir les positionner les uns à côté des autres, enfin l'un à côté de l'autre, je vais encapsuler chacun de ces éléments dans une div, de façon à pouvoir jouer sur leur positionnement par la suite. Hop, on indente correctement. Donc ces divs, je vais pouvoir travailler avec par la suite. Donc je vais leur donner un identifiant pour pouvoir les différencier. Donc là, je vais mettre logo-header pour notre logo. Et ici, ID égale search-header. Je recharge. Visuellement, ça ne change rien, mais j'aurai la matière pour pouvoir travailler avec. Ok. Donc on va déjà s'intéresser à styliser ce header avant de commencer à aller plus bas dans notre page. Donc là, pour pouvoir styliser un peu tout ça, il va falloir lier notre fichier CSS qu'on a créé tout à l'heure. Pour ça, j'ai utilisé la balise link dans les balises head de notre page. Donc je vais mettre le chemin vers ce fichier, donc c'est asset/css/main.css. Donc on le retrouve bien ici. Et hop, je recharge mon navigateur, j'affiche ma console. Et donc ici, je vois que j'ai pas de petite croix rouge qui me dit qu'il y a un fichier qui est mal lié. Donc a priori, mon fichier CSS a bien été affiché. Pour en être sûr, dans mon fichier CSS, je vais sélectionner body et je vais mettre un background color red. Je recharge la page en vidant le cache. Et donc là, du coup, je vois bien que le background red est bien appliqué. Donc je suis sûr que ma feuille de style est bien appelée. Je vais supprimer ce petit background red. Par contre, on peut voir qu'il y a des comportements par défaut déjà sur mes différentes balises, alors que je n'ai pas fait de CSS. Par exemple, ici, j'ai des petits points des listes à puces, j'ai le bouton ici qui a un certain style, etc. Donc pour ça, on va devoir réinitialiser, pour pas avoir ça plutôt, on va devoir réinitialiser le comportement de base des différents navigateurs de façon à harmoniser un petit peu tout ça. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier dans le dossier CSS qu'on va appeler reset.css. Donc ce fichier, je vais le récupérer moi, hop,
tac. Donc j'ai été récupéré sur celui donc de Eric Meyer, on peut le retrouver à cette adresse. Donc je copie l'ensemble de son code, j'enregistre, et donc là on peut voir qu'en fait il sélectionne l'ensemble des propriétés HTML et réinitialise le comportement qui pourrait être appliqué dessus par défaut. Donc je retourne dans mon index, il va falloir que je lis également ce fichier. Donc pour ça, hop, je duplique mon link et j'intègre mon reset. Ici, le reset, j'ai bien faire attention de l'intégrer avant le main, parce que comme il réinitialise l'ensemble des comportements par défaut, ben, il risque d'effacer également mes comportements spécifiques que moi j'aurais mis dans mon fichier main.css. Donc en faisant ça, je m'assure de ne pas écraser mes propres propriétés. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va aller hop, recharger notre page. Donc là, on n'a plus notre fond rouge qu'on l'a retiré, mais on vérifie bien du coup que le reset a bien été appliqué. Donc on n'a pas d'erreur dans la console, mais surtout on peut le voir parce qu'ici les listes à puces sont disparues. Donc là, on a un truc qui est un peu plus neutre. Je retourne sur ma maquette Photoshop et on va commencer à s'occuper de ce petit header. Donc ce petit header, qu'est-ce qu'il a? Il a un fond blanc. Et a priori, tout le site a un fond blanc. Donc ce fond blanc, je vais l'appliquer à mon body, comme ça je l'aurai sur tous mes éléments. Ensuite, ce header, donc il a un petit padding, mais surtout il est centré dans ma page. Donc pour le centrer dans ma page, je vais lui mettre un wrapper tout autour. Donc je vais créer une div qui va encapsuler l'ensemble des éléments de mon header. Et c'est dit, je vais mettre une classe wrapper. Donc là, je décide de plutôt utiliser une classe parce que je vais avoir sur ma page d'autres éléments qui vont être centrés. Donc on peut voir ici, on a ce bloc-là et le bloc du tableau des pistes de ski. Donc ça me permettra d'utiliser la même classe pour ces éléments-là sans avoir à répéter mes propriétés CSS. Donc pour centrer un élément, du coup je vais retourner dans mon CSS, je vais faire .wrapper et je vais mettre un margin 0 en haut et en bas et auto à droite et à gauche. Je vais lui dire qu'il fait 100% de largeur, mais qu'il ne peut pas faire plus de 1000 pixels de large. Donc ça c'est la taille que j'ai été récupérée sur Photoshop. Donc ici je prends les deux repères, je vois que mon site il fait bien 1000 pixels de large. Je le retrouve ici dans ma fenêtre information. Donc si je recharge ma page, je vois bien que du coup le header a bien été centré. Donc si je survole hop, la zone de mauve wrapper, on voit bien du coup qu'il est centré. L'orange étant la représentation du coup des marges. Donc là on commence à avancer un petit peu. Je vais devoir faire du positionnement pour mettre mon logo à côté de mon moteur de recherche. Donc pour ça je vais devoir travailler sur les différentes tailles de boîtes. Donc pour pas m'embêter un petit peu la vie, je vais aller définir un comportement par défaut pour ces boîtes. Donc je vais dire que tous les éléments, je vais leur appliquer la propriété box sizing et je vais mettre comme valeur border-box. Ça aura pour effet que si je veux modifier la taille de ma boîte, par exemple avec un padding ou une bordure, la taille définie de ma boîte ne changera pas. Donc ça sera beaucoup plus facile à manipuler par la suite. Donc on sera beaucoup plus à l'aise. Donc là, vu qu'on n'a pas encore fait de positionnement, si je recherche ma page, je vois que du coup il n'y a rien qui est visible en termes de changement. Donc on va aller rentrer un petit peu plus dans le détail de ce petit header. Donc ce petit header, il a ici un padding. Donc ici un padding de 10 pixels en hauteur. Donc on va aller rajouter ce petit padding de 10 pixels. Donc pour ça on va sélectionner notre header. Donc on va mettre padding de 10 pixels en haut et en bas et 0 à droite et à gauche. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc, on a l'autre logo qui est calé à gauche et notre formulaire qui est calé à droite. Donc, on va utiliser les display inline blocks pour pouvoir positionner le logo à gauche, enfin le logo à côté du moteur de recherche, parce qu'actuellement ils sont l'un en dessous de l'autre. Et donc pour ça, il faut que je supprime les espaces insécables. Donc pour supprimer les espaces insécables, il faut que je définisse une taille de police à 0. Donc, ça évitera d'avoir un petit espace qui va m'embêter quand je vais faire mes calculs de pourcentage. Ensuite, je vais dire du coup que dans la div qui a l'ID header, l'ID logo-header et la div qui a l'ID search-header, je les veux en display inline block. Et pour l'instant, je vais mettre un width de 50% tous les deux pour vérifier qu'ils se positionnent bien l'un à côté de l'autre. Donc là, ils sont bien l'un à côté de l'autre. Donc du coup ici,
hop, si je regarde, je vois qu'ils sont pas centrés en hauteur. Donc là, après, je voudrais que du coup le moteur de recherche soit au milieu du logo. Donc pour ça, je peux le faire assez facilement. C'est pour ça que j'utilise Display Line Block avec la propriété verticale align et en spécifiant comme valeur middle. Donc là, si je recharge, hop, je vois que du coup là, ils sont bien centrés en hauteur. Donc là, déjà, ça commence à être pas mal. Si je regarde la zone qui est allouée à mon logo ici, hop, donc beaucoup plus grande que ce dont on a besoin. Donc je vais aller la réduire un petit peu en disant que du coup, mon header logo, il va avoir une largeur. Non, d'ailleurs, on va pas faire comme ça, on va plutôt dire que tous les deux, ils ont 45% de taille. Donc là, c'est pas mal. Mais que uniquement le logo header a une marge à droite de 10%. Comme ça, j'ai bien un total de 100%. Donc visuellement, ça ne change rien. Simplement, si on survole ici, on peut voir que du coup, j'ai une marge qui a été rajoutée entre mes deux éléments. Ça permettra, quand je vais réduire ma page, quand je ferai mon responsive, bah, que mes deux éléments ne se retrouvent pas collés. D'accord? Donc on va continuer sur ce petit header. Donc je vais lui mettre une petite bordure en bas à mon header, de façon à pouvoir voir un petit peu où il s'arrête. Ce sera plus facile pour manipuler, on la retirera après cette bordure. Mettre un border-bottom de 1 px solide, et puis on va la mettre raide, comme ça on sera sûr de ne pas oublier de la retirer. Que ça va nous piquer les yeux. Voilà, donc là on voit bien que notre padding est bien correctement appliqué. On va d'abord s'intéresser du coup à la partie qui est sur le lien de notre logo. Et donc ce lien, j'aimerais bien qu'au survol, il y ait un petit effet de transparence dessus. Du coup, je vais aller resélectionner header, logo, header, le A, et je vais lui dire que quand tu l'es en over, je veux que tu aies une opacity de 80%. Donc 0.8 ou 0.8, on n'est pas obligé de mettre le 0. Et je veux également avoir le même comportement quand je serai en focus, de façon à ce que quand je serai sur un appareil mobile, je puisse avoir le même effet quand je resterai appuyé avec mon doigt. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je recharge. Donc là, je vois que j'ai bien ce petit effet. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une petite transition sur cet effet-là. Donc du coup, je vais utiliser la propriété CSS3 transition pour faire ça. Donc celle-là de propriété, je vais l'appliquer à l'ensemble de mes liens. Ça, j'aurai le même comportement sur tous les liens de mon site. Donc je veux qu'ils aient tous une transition sur tous leurs éléments, donc toutes leurs propriétés, d'une durée de 3 millisecondes, avec une animation de type is. Donc là, hop, c'est subtil, mais on voit que du coup, j'ai pas un effet brut, j'ai bien un petit effet qui est fondu. Ça permet d'être un petit peu plus esthétique. Ensuite, on va s'occuper donc de notre moteur de recherche. Donc là, notre moteur de recherche, on voit qu'il a du texte dedans. Donc on va d'abord travailler globalement le texte de notre site. Donc pour ça, sur le body, on va aller définir les éléments textuels. Donc pour ça, on va prendre le texte qui est le plus récurrent, à savoir ici donc les noms des pistes. C'est ce qui a l'air d'être le plus global. Donc là, je vais cliquer dessus dans Photoshop et je vais regarder les différentes propriétés qui sont appliquées. Donc là, je peux passer par l'onglet caractère ou directement ici sur le haut de la fenêtre. Donc on voit que j'ai une police de caractère qui est OpenSAN. Donc OpenSAN n'était pas une police système, donc il va falloir la charger. Pour ça, on va utiliser Google Font. On voit qu'elle est en light et qu'elle est en taille de 18 pixels avec une couleur de gris foncé, donc 333. Donc on va aller appliquer ces différentes informations. Donc color dièse 333, pas facile à dire. Un font size de 18 pixels. Un font family, donc open 100. On va lui configurer une police de remplacement si jamais ces polices ne se chargent pas correctement. On va dire qu'on aura comme police de remplacement sans serif. Donc là, on va recharger la page. Donc là, on voit bien que la police a été modifiée. Donc moi, pour le coup, c'est à l'air d'être du OpenSAN qui s'affiche, mais parce que moi, j'ai téléchargé la police OpenSAN sur mon ordinateur. Mais si une personne ne l'avait pas, elle aurait uniquement la police de remplacement. Donc pour ça, pour éviter ce petit problème, on va aller sur Google Font et on va aller chercher la police OpenSAN avec le petit moteur de recherche qui est en haut, OpenSAN. Donc là, elle ressort bien ici. Je clique dessus et ensuite, je vais cliquer sur Select this font, donc le petit bouton ici rouge. Ça m'ouvre une fenêtre, je clique sur la fenêtre et ici je vois que du coup j'ai un lien qui m'est donné par Google pour intégrer cette police. Ça m'explique comment l'utiliser ici. Donc pour l'utiliser, donc c'est ce qu'on vient de faire, donc font-family
open espace 100. Et donc comme c'est une police en 2 mots, on n'oubliera pas de mettre les codes, sinon ça va poser problème. Et il nous propose lui aussi une police de remplacement qui est sans serif, donc ça tombe bien ce qu'on avait mis aussi. On peut également personnaliser cette police, donc en passant par l'onglet Customize, et du coup ici on va spécifier donc les différents formats dont on a besoin. Donc moi j'ai été regardé, on a besoin du light, du semi-bold et du bold. Et je vais cocher également la petite case latin extended, ça me permettra d'avoir le symbole euro. Donc là si je retourne sur embed, je vois du coup que le lien a été modifié, donc je récupère ce lien, je vais le rajouter dans mon fichier index.php entre les balises head. Donc là, si on relie un petit peu le lien qui vient nous être donné, donc ça nous dit que ça va sur Google Fonts récupérer une police qui s'appelle Open100 dans 3 formes, donc 300, 600 et 700, et que ça récupère le latin étendu également. Donc on va retourner sur notre body, on va spécifier du coup par défaut, on veut le 300 qui correspond à la forme light. Donc si je retourne ici, que je recharge, on voit du coup on a bien la forme Open100 qui a été chargée dans sa version light. Par contre, on peut voir que ça n'a pas fonctionné sur les éléments de formulaire. Ces éléments de formulaire, c'est un petit peu capricieux, donc il faut les forcer. Donc je vais dire que là pour l'instant on n'a que des inputs, donc je vais dire le input. Je vais lui dire que je veux du coup font family open 100. En police de remplacement, je te veux sans serif. La couleur, je vais reprendre la même. Ça va être un peu vite dans mon copier-coller. Voilà. Font size de 18 pixels. On veut pas que tu aies de bordure. Et on veut pas que tu aies de outline. Donc le outline, c'est le petit, si je clique dessus, le petit liseré bleu qui est autour. Nous, on va te le faire différemment. Donc je mets outline none. Et j'oublie pas de spécifier que je veux la font family open 100, certes, mais je la veux en light. Donc là, on va recharger. Donc là, on voit du coup, on a bien modifié le comportement de formulaire. Donc là, on voit plus les bornes formulaires parce qu'on a dit qu'on voulait pas de bordure, mais on voit qu'on peut toujours saisir du texte. Donc nos deux éléments sont bien d'un côté de l'autre, on a travaillé le texte, donc maintenant on va aller travailler ce formulaire. Donc le formulaire, on lui avait mis tout à l'heure une petite classe, un petit ID pardon, qui était donc search-header. Donc on va travailler là-dessus. Donc on va d'abord s'occuper du input qui est à l'intérieur de ce formulaire. Donc on va travailler sur la div input. Cette div input, je veux qu'elle fasse maximum en with la taille qui m'est définie en Photoshop. On va retourner chercher la taille de mon élément. Donc pareil, CTRL-clic sur l'élément que je vais récupérer. Ça me met automatiquement sur l'élément que je veux. Donc là, donc c'est le petit trait que je veux. Donc, le calque border bottom vient d'être sélectionné. Je reste appuyé sur CTRL et je clique sur la miniature du calque. Et là, ça me donne du coup les informations que je veux sur ce soulignement. Donc ici, ça me dit que ça fait 386 pixels de large et que c'est une hauteur de 1 pixel. Donc ici, moi, je veux 386 pixels maximum. Sinon, je veux que ça soit à 100% de l'espace disponible. Et je veux du coup, que le input qui est à l'intérieur de tout ça, il a une bordure en bas, donc de 1 pixel, c'est ce qu'on vient de récupérer, en solide, et la couleur, on va aller la chercher. Donc la couleur, elle est là. Donc je clique sur le calque border bottom, je clique sur le petit carré qui est en dessous de la miniature, je double-clique dessus, pardon, ça m'ouvre la palette de couleurs avec la couleur qui est appliquée. Donc ici c'est un gris qui est 999. Donc yes, 999. Donc c'est un gris clair. Je recharge la page, et donc là j'ai bien mon petit liseré. Donc là, on est plutôt bien. Ce petit liseré, par contre, il va pas jusqu'au bout de mon espace disponible. Donc pour ça, je vais spécifier que mon input, je veux qu'il fasse 100% de la taille de son parent. Si je fais ça, du coup, il prend 100% de la taille disponible. La taille disponible, ça correspond aux 386 pixels qu'on avait déterminé. Donc du coup, mon input, si je le survole, il fait bien 386 pixels. On va aller récupérer la taille du texte de notre input. Donc le texte, il est en 999 également, on va les changer. Il est en light toujours, il est en taille 15. Donc du coup, on va aller modifier ça. Donc font size 15. Et en color, du coup,
999. On recharge, donc là, on a bien notre texte qui est pas mal. Si je regarde par rapport à mon trait, mon texte, il est... Enfin, par rapport à mon soulignement, mon trait, il est pas collé. Hop, donc du coup, on va aller chercher l'espace. Donc ici, on voit que du coup, j'ai 13 pixels. Donc à l'intérieur de mon input, donc comme c'était à l'intérieur, ça va être un padding qu'il va falloir mettre. Donc j'ai un padding en haut et en bas de 13 pixels. Et à droite, hop, à droite, excusez-moi, hop, à droite et à gauche de 0. Donc là, on voit que j'ai bien ce petit espace. Donc là, on est pas mal sur notre champ de saisie input. On tape du texte dedans pour voir comment ça se comporte. Je vais jusqu'au bout, je vois que du coup, ça décale bien mon texte. Donc je suis plutôt pas mal. Donc maintenant, il va falloir s'occuper de ce petit bouton rechercher. Parce que nous, sur la maquette, il n'y a pas écrit rechercher, il y a une loupe à la place. Hop. Du coup, l'idée, ça serait de mettre cette loupe. Donc pour ça, du coup, on va devoir découper notre loupe. Hop, ici. Donc pareil, CTRL-clic sur la loupe pour arriver au calque. Clic droit sur le calque, dupliquer le calque. Je le duplique dans un nouveau document. Je fais image, rognage. Je supprime les pixels transparents. Donc là, on voit qu'il y a uniquement ma loupe. Je vais donc faire enregistrer pour le web et les périphériques. Je veux toujours du PNG. Et je l'enregistre du coup sous le nom de search-btn, allez comme c'est un bouton, .png. Du coup, si je retourne dans mon dossier image, je vois bien que du coup j'ai bien le search-btn.png qui s'affiche. Donc, on va aller travailler sur ce bouton. Donc, header, donc dans search-header, et on avait dit qu'on travaillait donc sur la classe submit qu'on avait mis hop ici. Et on veut travailler sur le input qui est à l'intérieur de cette classe. Donc ce input, on veut que quand on passe la souris dessus, on a un curseur en forme de main. Donc on va mettre curseur pointeur. On veut qu'il ait un background donc, de la loupe qu'on vient de découper. Donc la loupe qu'on vient de découper, donc c'est background 2.url. Et donc là, il faut faire le chemin jusqu'à notre image. Donc là, comme je suis déjà dans le dossier CSS, je remonte d'un niveau, j'arrive dans Asset. Ensuite, je rentre dans Image. Et ensuite, je vais chercher le nom de mon image, donc ici search-btn.png. On va aller voir ce que ça donne déjà comme ça. Donc là, c'est bien, j'ai mon image. Par contre, elle est répétée. Donc on va utiliser le no-repeat. On va lui dire qu'on va l'afficher en haut, enfin 0, 0, sur l'axe des X et des ordonnées. Donc là, j'ai bien ma petite loupe avec la petite main. Je voudrais ne pas avoir ce texte. Donc pour pas avoir ce texte, je vais utiliser le texte-indent. Et je vais lui dire que tu décales de moins 9099 pixels. 9999 pixels. Donc ça, c'est la méthode de Park qui me permet du coup de décaler un texte. Donc là, le texte, en fait, il est complètement poussé sur le côté gauche. Pourquoi je ne le supprime pas directement ici? Parce que je pourrais mettre très bien un value vide et du coup, j'aurais pas à m'en rechercher. Ben, je le laisse pour accessibilité. Parce que si jamais j'ai des navigateurs vocaux qui veulent indiquer une information aux utilisateurs sur ce que fait notre formulaire, ben, s'il n'y a pas d'intitulé dans le bouton pour dire ce qui va se passer quand on va cliquer dessus, ben, du coup, ça va être gênant. Donc là, au moins, visuellement, j'ai ma loupe qui va être uniquement présente et j'aurai pas ce petit recherché. Donc là, ça nous permet d'avoir ce petit twist. Donc là, la loupe, on voit qu'elle est un petit peu tronquée. Pourquoi? Parce que comme on a décalé notre texte, il va falloir quand même donner une taille à notre loupe. Donc la loupe, on va la récupérer sa taille. Donc je retourne sur Photoshop, CTRL-clic sur la miniature du calque, et donc ici, ça me donne bien les informations 18 par 18, puisque ça m'a sélectionné donc le contenu de mon calque. Donc ici, je sais que j'ai une largeur de 18 pixels et une hauteur de 18 pixels. Sur la page, je vois bien que du coup, ma loupe n'est plus tronquée. La loupe, par contre, elle n'est pas au bon endroit, je voudrais qu'elle soit ici. Donc pour être ici, donc à savoir tout en haut à droite de notre moteur de recherche, il va falloir que je la fasse passer par-dessus. Donc pour la faire passer par-dessus, il faut que je la sorte du flux, et pour la sortir du flux, je vais faire en position absolue. Je veux qu'elle soit en haut, donc top 0, et je veux qu'elle soit à droite, donc right 0. Comme j'ai défini en position absolue ici, il faut que je définisse son référent. Donc le référent de cet élément-là, ça va être mon formulaire. Donc le formulaire, on l'avait défini donc sur search-header,
header. Bon, d'ailleurs, on va pas prendre le formulaire, on va prendre carrément la ID search, parce qu'on l'a déjà. Hop, ici. Donc, header search header. Là, je vais mettre en position relative. Ok, donc là, on est plutôt bien. Hop. Donc là, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on voit que du coup, comme mon search header, pardon, prend 100% de l'espace disponible, bah, je vois que ma loupe n'est pas au bon endroit. Ma loupe voudrait qu'elle soit ici. Donc pour ça, je vais changer le référent finalement. Je vais dire que le référent, ça sera le form. Et tout à l'heure, on avait dit que c'était le search header.input qui faisait cette taille-là. Finalement, on va dire que c'est notre formulaire. Et si je recharge, du coup, je vois que j'ai bien le bon comportement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que mon input, ici, faisait 100% de son parent. Et donc, comme j'ai limité uniquement la taille sur le parent form, j'ai bien le comportement que je souhaite avoir. D'accord? Donc ici, par contre, cette loupe, il va falloir la descendre un petit peu parce qu'elle n'est pas tout à fait bien alignée. Donc pour ça, je vais la descendre en jouant avec le top. Donc il y aura une manière un petit peu plus optimale de faire ça, mais pour l'instant, on va rester sur cette méthodologie-là. Hop, je descends de 15 à 13 pixels, ça a l'air pas mal. Donc on va rester sur ce 13 pixels. Donc ici, on lui met top 0, 13 pixels. Recharge, donc là, je vais taper du texte jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on va voir? On voit que du coup, bah, mon texte passe au-dessus de ma loupe. Donc du coup, je vais rajouter un petit z-index sur ma loupe pour la faire passer au-dessus. Hop, donc là, je peux voir que elle est bien au-dessus. Par contre, comme la loupe est en PNG transparent, on voit toujours du coup le texte qui est en dessous. Donc on va dire que le input, il a un padding donc en haut et en bas de 13 pixels. À droite de, je sais pas combien on va mettre quoi, les 30 pixels, ça me semble pas mal. Donc en haut et en bas, on reprend le 13 pixels. Et à gauche, 0 pixels. Si je recharge, du coup, et que je tape du texte, hop, voilà, là on est pas mal. Comme j'ai dit que je voulais avoir un panning à droite plus important, je vois que du coup, ici, mon texte ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas la place. Par contre, la loupe peut s'y mettre sans problème. Donc comme ça, on n'a pas ce petit effet de chevauchement. Donc là, notre moteur de recherche, il est plutôt pas mal, il ressemble un peu à ce qu'on veut faire. Par contre, j'aimerais quand même avoir un petit effet au survol de ma loupe pour donner plus d'informations à mon utilisateur et lui dire qu'on peut cliquer dessus. Donc j'aimerais bien qu'elle change de couleur. Donc idéalement, il aurait fallu utiliser un SVG pour pouvoir faire ça, mais comme on n'a pas encore vu SVG, on va du coup utiliser la méthode des sprites. Donc un sprite, qu'est-ce que c'est? Un sprite, ça va être une seule image qui contient différentes images à l'intérieur et dans lequel je vais pouvoir déplacer la zone visible. Ici par exemple, on a vu que ma zone visible c'était 18 par 18. Si je vais dans Photoshop et que je vais dans Image, taille de la zone de travail, que je dis que ma hauteur maintenant c'est plus 18, c'est 50 par exemple, et que je duplique mon calque search, donc clic droit dupliquer ou CTRL-J, que je le décale, donc là c'est pas évident, hop, voilà, je vais mettre un petit repère pour pas me tromper, hop, voilà, et qu'ensuite je décale cet élément là, hop, en dessous. Si je regarde, du coup j'ai bien deux éléments sur la même image. Si maintenant je fais juste un calque, une forme, je vais mettre rouge, je vais créer une forme de 18 par 18. Hop. Voilà, donc là admettons que ça c'est ma zone visible. Donc là on voit que, bon comme elle est en dessous on voit pas, mais je vais la mettre du coup, hop, ici. Et voilà, comme ça on revient. Donc admettons rouge c'est ma zone visible. Donc là c'est ce que je vois par défaut, c'est mes 18 par 18. Si je dis que cette zone je la descends ici, bah du coup je vois que l'élément qui est visible c'est la deuxième partie de l'image. Donc l'idée ça va être de faire un petit peu ce principe là. Donc là je vais aller retirer encore une fois les pixels transparents. Donc je vais rogner. Comme ça j'ai bien uniquement mes deux loupes et je vais aller changer la couleur de ma loupe. Donc la couleur de la loupe, je vais reprendre la même couleur que sur le logo au survol, comme ça j'aurai le même bleu. Donc j'ai récupéré la couleur du logo. Hop, qui est donc ici.
Et donc je vais changer la couleur de cette loupe. Donc pour ça, je double-clique sur le calque de la loupe que je veux modifier. Je clique sur incrustation de couleur, je sélectionne la couleur que je veux. Et comme ça, j'ai bien mon effet. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais plutôt modifier celle-ci. Hop. Voilà. Donc je vais enregistrer cette image, enregistrer pour le web et les périphéries. Je l'enregistre en PNG, je remplace l'image qu'on avait déjà. Je retourne sur mon navigateur, je vide mon cache pour être sûr qu'il m'a bien pris la bonne image. Et donc là, on voit que ça n'a rien changé. Pourtant, si j'inspecte ici l'élément, et que je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, hop, ici je zoome un peu parce que c'est petit, je vois que du coup, on a bien la bonne image qui a été chargée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le background-position pour déplacer cette image. Donc par exemple, si je dis que je ne la change pas sur l'axe des X, mais par contre sur l'axe des Y, je veux la remonter donc de sa taille de moins 18 pixels. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai bien la loupe bleue qui est visible. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire. Par contre, ce comportement, on veut le faire uniquement quand on est au survol. Donc je vais dire du coup que lorsque je suis en over ou en focus sur ma petite loupe, je veux que le background position soit de 0 sur l'axe des X et de moins 18 pixels sur l'axe des Y. Et si je recharge du coup au survol, je vois bien que du coup ma loupe change de couleur. Donc là on est plutôt bien encore une fois sur notre formulaire, mais ça suffit pas, on va toujours en rajouter. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a retiré le outline sur notre formulaire. Donc là, on l'a pas remis. Donc ça serait bien de le simuler. Donc ce qu'on va dire que quand on a le curseur qui est dans le champ, on verrait que la petite barre qui est en dessous, donc le petit soulignement qui est ici, il passe en bleu également. Donc je vais, hop, récupérer ma couleur encore une fois. Donc elle est ici. Hop, voilà. Et donc on va dire que si jamais ici nous avons notre input qui est en focus, dans ce cas-là, je voudrais que le border-color soit de cette couleur-là. On va voir ce que ça fait. Je recharge. Et quand j'ai bien donc mon curseur qui est sur le formulaire, j'ai bien le petit trait bleu qui apparaît. Mon bleu n'est pas très subtil, il aurait fallu prendre un bleu peut-être un peu plus subtil, mais si je zoome, on voit du coup qu'on a bien le bleu qui s'affiche. D'accord. J'aimerais encore une fois que ce petit bleu, il a une petite animation. Donc pour ça, je vais rajouter une animation, donc bien sur l'état initial, mais pas sur l'état transformé. Donc ici, sur le input. Donc transition, 0.3 secondes en is in. Is, pardon. Et sur le border-color. Donc là, l'ordre des valeurs n'a pas d'importance. Je recharge la page et ici on voit que du coup il y a une petite animation à l'entrée et à la sortie de l'affichage de ce trait. Donc là on est plutôt bien sur notre header, on va retourner sur notre maquette voir si on n'a rien oublié. A priori c'est pas mal. Et non, il ne faut pas le dire trop vite, justement il manque quelque chose. C'est que ici on voit que notre moteur de recherche n'est pas aligné à droite, on voit qu'il y a un petit espace. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on mettait 45% de largeur pour le search header, mais on a limité en même temps la taille de notre formulaire. Notre formulaire, on a dit qu'il ne peut faire que 386. Et comme la taille des 45% est plus importante que les 386, il nous reste un petit espace ici. Donc pour ça, on va devoir aller aligner le contenu de notre formulaire à droite. Donc on est sur un texte à ligne droite. Le problème, si je fais un texte à ligne droite, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui s'applique au texte, et comme le formulaire n'est pas un texte, ça ne fonctionne pas. Donc on va plutôt utiliser un float, on va mettre un float right en disant notre élément va t'aligner à droite. Donc là l'élément comme ça est bien aligné à droite. Donc ici sur notre formulaire on va faire un float right, un float right. Et pour éviter les petits problèmes d'éléments qui sortent du flux, on va aller sur le parent de notre formulaire, à savoir
search header. Et ce search header, on va lui rajouter le overflow hidden et le clear both. De façon à couper le flottant. Hop, ça aura surtout son intérêt, donc si on avait des éléments après, et aussi sur les anciennes versions d'Internet Explorer. Et donc là du coup, on voit qu'on est bien aligné. Notre formulaire, quand on clique dessus, le texte ne va pas passer par-dessus notre loop. Quand on survole, on a bien le petit effet sur notre loop. Quand on est dans le champ de saisie, on a bien le petit souligné bleu. Et quand on quitte, on perd le petit souligné bleu. Donc là, le formulaire est plutôt bien. Notre image ici, il me semble qu'on l'avait pas mis. Ouais, on va le rajouter. Hop. Sur notre logo ici, on va spécifier un with et un 8, de façon à ce que l'image charge plus rapidement sur la page. Donc on va récupérer la taille de notre image. Donc ici, hop, donc 60 par 60. Voilà, donc visuellement ça va rien changer, mais on est un petit peu plus propre dans notre code. Donc là on est bien. Donc maintenant il va falloir s'occuper de ce qui va suivre, à savoir le petit header, la petite bannière. Donc ce que je voudrais sur la bannière, c'est que quand je charge ma page, je voudrais la bannière qui soit affichée en permanence en fonction de la taille de l'écran disponible. Donc on va voir comment faire ça. On va utiliser donc la propriété, l'unité VH. Donc déjà, avant de s'occuper de ça, on va aller créer le HTML de notre bannière. Donc on va se mettre après notre header et on va créer une div avec l'id banner qui va contenir une div avec la classe wrapper et dedans notre titre. Donc là, on va mettre en H1, on avait dit tout à l'heure que c'était le titre principal de notre page, la montagne, ça vous gagne. Pourquoi j'ai réutilisé la classe wrapper? Donc on avait déjà mis ici, ça permettait de centrer un élément. Ici on voit bien que notre titre il est centré. Donc du coup, le contenu de notre titre est centré, mais également le texte. Donc là, comme le contenu est centré, je rajoute le wrapper avec margin 0 auto. Comme ça, j'ai bien mon titre qui est centré. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller découper notre image. Donc là, on va récupérer l'image directement sur Photoshop. Donc, dupliquer, calque, nouveau. Donc là, quand je duplique, on voit que du coup, j'ai bien un filtre qui est appliqué dessus. Donc on ne va pas s'occuper du filtre, on va prendre uniquement l'image. Donc je désactive le filtre. Je rogne. J'enregistre pour le web et périphérique. Donc là, on va pas mettre du PNG parce qu'on n'a pas de transparence. Et puis l'image va être énorme en PNG. Là, on peut voir, 3 MO, c'est quand même pas mal. Je vais la passer en JPEG. J'ai bien baissé le poids. Je vais la mettre en qualité 55. On peut voir que ça détériore. Enfin, visuellement, on voit pas de trop de détérioration. Donc j'enregistre, toujours dans le dossier image. Je vais l'appeler banner.jpeg. Et on va aller afficher cette image en background image. Alors, on retourne sur notre CSS. Banner. Cette banner, qu'est-ce qu'on veut lui faire? On veut lui mettre un background image. Donc background URL. Donc pareil, on reprend le chemin de notre image. Donc on remonte d'un dossier avec les 2 points. Ensuite on a le dossier image. Ensuite on récupère l'image, ça s'appelle banner.jpeg. Cette image, on ne veut pas la répéter. Donc no-repeat. Et on va la positionner en haut et centrée. Donc là, on voit du coup que j'ai bien mon image qui va être visible, mais uniquement en fonction de la taille de du contenu qui était à l'intérieur de la div banner, donc la taille de son contenu. Comme il y a très peu de contenu, on voit très peu l'image. Donc pour pouvoir voir l'image, je vais lui spécifier une hauteur à cette div banner indépendamment de son texte. Je veux qu'elle ait comme hauteur 100 VH, c'est-à-dire que je vais prendre 100% de la fenêtre visible. Donc là, si je scroll, je vois que l'image s'arrête, j'ai vraiment une image qui fait la taille de l'espace visible. Donc là, si je me cale nickel, hop, moi j'arrive pas à le faire pixel perfect, mais vous avez compris. Du coup, on a notre petit header qui nous embête, parce que notre header, quand je descends, j'ai sa taille qui est reprise en dessous. Donc l'idée, ça serait que le header soit par-dessus notre bannière, et que quand on scroll la page, le header reste toujours en haut. Donc on va faire cette petite modification sur notre header avant d'aller plus loin sur notre bannière. Donc notre header, on va lui changer sa position, et dire qu'il était en position maintenant fixed. On va voir déjà juste de faire ça, ce que ça change. Hop. Donc là, on a l'impression que tout est cassé, puisqu'au final, notre header, il n'a plus de largeur, puisqu'on n'a pas défini de largeur. Donc on va lui remettre un width de 100%.
Je remets à oui 200%. On voit qu'on vient de récupérer notre positionnement. Par contre, on n'a pas de couleur d'arrière-plan, cet élément, parce qu'on l'avait mis uniquement sur le body. Et comme maintenant, en dessous du header, on a l'image, on ne voit plus le fond blanc. Donc je lui remets en fond blanc. Et donc là, je retrouve bien le header, comme je l'avais vu tout à l'heure. Et donc la montagne SEOgain est en dessous pour l'instant, on va voir comment le positionner. Donc là, on va retirer ce petit trait rouge là, qui ne sert plus à grand chose. Et on va le remplacer par... non, on va le laisser pour l'instant, on verra après par quoi on va le remplacer, parce que pour l'instant on ne peut pas le voir, mais on verra après par quoi le remplacer. Donc je laisse toujours mon petit trait rouge. Donc là j'ai ma bannière qui commence à bien s'afficher. Simplement, je vois que mon image ici, j'ai un petit display qui n'est pas forcément joli. Si je dézoome un peu, je vois que l'image, elle prend pas la taille de la fenêtre, enfin la taille de l'espace disponible de la fenêtre. Donc pour ça, j'aimerais bien changer sa taille. Donc pour changer sa taille, je vais utiliser le background size et je vais mettre la valeur cover. Ça a pour effet d'étirer mon image en gardant son ratio et donc de l'afficher complètement sur l'espace disponible. Comme ça, si je dézoome ou que je zoome, vous voyez que je vois toujours de la même manière mon image. Donc ce qui est assez pratique. Donc là, ça c'est un peu plus sympa. Ensuite, on a vu que dans cette image, on avait un élément donc, qui était mon titre. Donc la montagne, ça vous gagne. Donc ce titre, il va falloir que je le positionne par-dessus mon image et que je le positionne du coup en hauteur. Donc pour ça, je vais mettre banner H1, parce qu'on a dit que c'était un H1, et je vais travailler avec ce H1. Donc ce H1, je vais le mettre en... Pardon. Je vais reprendre donc les tailles qu'il a, hop, donc je retourne sur Photoshop, et ici, je vois du coup que c'est la police Oswald qui est utilisée. Donc nous, on n'a pas encore la police Oswald. Oswald, il faudra aller la chercher sur Google Font, qu'il est en taille 50, et qu'il est blanc, et qu'il est en text align center. Donc je vais lui dire que je veux text align center. Je le veux en font size 50 et en color white. Et on va chercher la Google Font Oswald. Donc je retourne sur Google Font. Je vais chercher la police Oswald. Je sélectionne la police. Hop. Et donc on avait besoin de la prendre dans quel format? A priori il y avait un seul format, on va regarder. Customize, non. Donc du coup nous on va dire que c'était le régular, puisque là ça ne me le spécifie pas. Oui, ici c'est grisé, mais c'est bien le régular qui est visible. Donc je prends uniquement le régular en latin étendu. Hop, du coup je récupère le petit lien qui m'est fourni par Google Font, hein, c'est la même manipulation que tout à l'heure. Je vais le rajouter dans mon index.php. Et je regarde comment l'utiliser, il faut que j'utilise comme ça. Donc je vais appliquer cette police sur mon H1. Hop, on recherche la page, donc là on voit toujours rien puisque le titre est en dessous. Donc là si je supprime le header, on voit bien du coup que la police a bien été appliquée. Je retourne dessus, je vois également que ce texte est en majuscule. Donc on va le transformer en majuscule. Texte transforme uppercase sur le H1. Je recharge la page, je supprime le header, et du coup je vois bien mon titre qui est un petit peu comme je voulais. Avant de s'occuper du positionnement de mon titre, on voit du coup qu'on a ces bordures à rajouter dessus. Donc je vais rajouter ces bordures. Donc border 2.1 px solide et en blanc. Je veux la bordure uniquement en haut, donc tiret top. Et là j'ai mis un px, mais on va quand même vérifier la taille sur Photoshop, ça me semble un peu plus grand que ça. Donc oui, c'est 3 pixels. Hop, donc 3 px. Et je vais dupliquer cet élément-là. Et je vais le mettre également en border bottom. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas donné exactement ce qu'on veut. Donc là, je vois que du coup, j'ai bien ma bordure. Par contre, ça prend la totalité de l'espace du wrapper et donc du H1, puisque c'est un élément de type bloc. Donc pour pouvoir prendre uniquement la taille de son contenu, il faudrait le passer en display inline. Donc là, je le passe en display inline. Je vois que j'ai bien uniquement les bordures sur sa taille. Par contre, ça a retiré l'effet de centrage. Donc le text insetter ne fonctionne plus, display inline. Bloc, il va falloir le mettre sur son parent. Donc le parent de notre banner, c'est banner
wrapper. Donc lui, non pardon, banner tout court, hein, d'ailleurs on l'avait ici, donc banner tout court, texte align center. Si on regarde ce que ça donne, toujours une fois il faut masquer le header parce qu'il nous embête, hop, je vois que c'est bien centré, et maintenant il faudra le centrer également en hauteur, cet élément-là. Pour le centrer en hauteur, on va utiliser le wrapper, et on va le positionner en position absolute. Absolute, on va lui dire qu'il a un top de 50%, donc je le centre en hauteur. Il a un left de 0 et un right de 0. On va regarder ce que ça donne. Hop. Et donc là, j'ai bien mon titre qui est centré en hauteur. Par contre, il n'est pas tout à fait centré parce qu'il faudrait lui retirer la moitié de sa hauteur. Donc pour lui retirer la moitié de sa hauteur, donc on peut la calculer à la main. Donc là, on va regarder combien ça fait. Non, pardon, on va pas calculer tout de suite sa hauteur puisqu'on a oublié de mettre les petits pannings. Donc je vais reprendre ici le panning qui est présent, donc 25 en hauteur. Donc je vais rajouter sur mon H1 un petit panning de 15 pixels. J'ai dit 15 ou 25, je sais plus. 25. Hop. 25 pixels en haut et en bas. Et par contre, à droite et à gauche, je veux pas de padding, donc je mets 0. Je recharge, donc là j'ai bien du coup ce petit effet qui est présent. Donc là on est plutôt bien. On va regarder un petit peu donc, cette histoire de positionnement en hauteur, mais avant il y a quelque chose qui nous saute un peu aux yeux, c'est que l'image n'est pas du tout contrastée pareil, parce que tout à l'heure on a vu qu'on avait un filtre qu'on avait retiré. Donc du coup on va aller récupérer ce filtre, et on va voir un petit peu comment on pourrait faire ça. Donc on garde bien ça dans un coin de nos têtes pour pouvoir le mettre en place par la suite. Donc là je vais aller centrer donc, ce fameux titre en hauteur. Donc pour centrer le titre en hauteur, je vais lui dire de faire une transformation à ce titre. Donc transforme. Ces transformations, donc c'est une translation sur l'axe des Y de moins 50%. Donc à moins 50% de sa taille. Et du coup, ce qui va me permettre de le centrer en hauteur. Donc si on retourne dessus, je recharge. J'ai bien mon titre qui est centré en hauteur de 50%, mais je vais également retirer sa propre taille. Comme ça, je suis sûr qu'il est vraiment bien centré. Par contre, le translate Y, donc là, j'ai fait une petite bêtise. Hop, il va pas là-dessus. Il va bien sur l'élément qui fait le positionnement, à savoir l'élément qui est en position absolue. Et donc là, je vois bien la différence ce coup-ci. Donc là, si je coche, je vois que j'ai bien ce petit décalage qui se fait. Donc là, je suis sûr comme ça que j'ai mon élément qui est bien centré. Donc après, il faudra faire un calcul pour leur retirer la taille du header, puisque comme le header est par-dessus, on a l'impression qu'il n'est pas centré. Mais ça, on verra après. Donc là, on voit qu'on a nos petits pannings ne sont pas bien pris en compte. Donc pour ça, on va mettre de display inline, on va le passer en display inline block, de façon à ce qu'il puisse bien prendre en compte les pannings. Comme ça, on a bien nos pannings qui sont à la bonne taille. Donc là, quand même, on touche au but. Il nous reste ce petit effet à mettre sur l'arrière de notre image. Donc cet effet, on va le mettre sur la banner, puisque c'est là-dessus qu'on a l'image, le background image. Et on va utiliser du coup le before, .before, pour créer du contenu. On va créer quoi comme contenu? Donc quand il y a un before, on va mettre content. On va mettre ce content en position absolue. On va spécifier un top de 0, un right de 0, un left de 0, un bottom, vous allez deviner, de 0, comme ça il prendra bien toute la largeur et toute la hauteur, et on va lui mettre un background color. Donc là je vais mettre un background color noir, et donc là comme on a mis en position absolue, tout à l'heure on a même oublié de le faire, on va respécifier en position relative sur le parent, donc sur le banner. Hop. Et donc là, je vois que du coup, j'ai bien cet élément noir qui s'est mis. Donc là, je vais voir déplier ici. J'ai bien l'élément noir. Comme j'ai mis top et right et left et bottom à 0, j'ai bien 100% de la taille qui est disponible. Le problème, c'est que je vois plus rien en dessous. Donc ce que je voudrais, c'est avoir du coup un petit effet de transparence. Et pour ça, du coup, je vais utiliser les couleurs en RGBA. Donc les trois premières valeurs, ça va être le code de la couleur. Donc là, vu que c'est du noir, c'est 0, 0. 3 fois 0, et ensuite le pourcentage de transparence. Si je vais mettre 20%, donc 0.2. Si je recharge, du coup, j'ai bien ce petit filtre qui se fait.
Si on regarde un peu ici, hop, je retourne sur Before. Si je retire le background, on voit bien que du coup, on a le filtre qui s'applique correctement. Par contre, on voit plus maintenant notre header. Pourquoi? Parce qu'il faudrait spécifier sur notre header un z-index pour qu'il passe par-dessus notre élément qui est en position absolue. Donc là, je vais mettre un z-index de 9, et comme ça, j'ai bien mon header qui repasse par-dessus. Donc on retourne sur le header. Hop, ici, z-index. Et voilà. Comme ça, j'ai bien mon élément qui est bien centré. Donc comme je vous dis, il faudrait recalculer pour que ça soit pile poil centré, mais on va pas perdre notre temps là-dessus. On verra comment le faire avec du SAS, de façon à pouvoir faire des petites opérations mathématiques. Donc là, notre header est bien, notre banner est bien, donc on a uniquement ce petit trait rouge qui nous embête, mais qu'on verra par la suite comment le traiter. On va essayer de s'occuper un petit peu au contenu. Non, d'ailleurs, on va faire plutôt maintenant ce petit trait rouge, comme ça on aura complètement fini. Donc là, on ne peut pas voir ce que je vais vous montrer, parce que notre page, il n'y a pas assez de contenu dedans. Donc je vais aller rajouter du contenu sur notre page, de façon à pouvoir avoir un scroll plus long. Donc ici, je vais me mettre là, et je vais créer du texte. Du faux texte, hop, comme ça. Voilà, on va avoir un scroll présent sur notre page. Voilà, maintenant je peux descendre. Voilà, j'avais pas mis assez. On va rajouter encore un peu, hop, voilà. Voilà, quand je descends, du coup, on voit que si j'avais pas le trait rouge, ici, on aurait du mal à distinguer la zone de contenu, qui est blanche, donc, de la zone du header, qui est également blanche. Donc ici, on va lui mettre un petit liseré qui sera un peu plus esthétique que ce petit trait rouge qui est franchement pas terrible. Du coup, on va les spécifier plutôt, hop, un border bottom, qui sera pas red, mais on va mettre un petit gris clair, en CCC par exemple. Si je recharge, du coup, j'ai bien un petit trait qui est un peu plus sympa que ce qu'on aurait pu mettre. On aurait pu également lui mettre un petit box shadow, si on voulait, de façon à avoir un truc un peu plus sympa. Mais là, on va préférer juste pour l'instant ce petit trait gris qui sera un peu plus simple à mettre en place. Voilà, hop, du coup, je vais supprimer mon faux texte qui me permettait de faire mon scroll. Hop, je supprime. Donc là, on a notre header, on a notre bannière. Maintenant, il va falloir s'occuper du coup de notre petit bloc ici avec les ouvertures des pistes et après avec la liste des pistes de ski. Donc on va s'occuper de retravailler un petit peu le contenu parce qu'ici on voit qu'on a 0,5/18 et ensuite verte, alors que moi si je regarde ce que j'ai ici, j'ai 0,3/04 verte. D'ailleurs je l'avais déjà dans le bon sens, donc en fait il n'y a pas besoin de le retravailler. On va simplement mettre tout ça dans des balises HTML pour les manipuler plus facilement. Donc du coup, on va récupérer le petit code qui correspond à ces éléments-là. Donc c'était le petit for each qui est ici. Je le remets du coup dans mes balises body et HTML. Ici, je pense bien reprendre le require et à le mettre tout en haut de ma page. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin de $colors, donc si je ne l'appelle pas avant, je vais être embêté. Donc cet élément-là, on va mettre donc dans UL, quand on va mettre un ID de façon à pouvoir le manipuler. Cet ID, je vais l'appeler, comment on pourrait appeler ça? Open-slops, allez. Ouais, statut. Ouais, OpenSlop, allez. OpenSlops. Ok, donc on va aller travailler cet élément-là. Donc, on va redescendre dans notre CSS. On sélectionne l'ID OpenSlops. On retourne à la maquette et on voit du coup ce sont des éléments qui sont les uns à côté des autres. Donc pareil, on va retirer l'espace insécable. Donc font size 0. Et ensuite, on va dire que les LI, ils ont un display line block en vertical line top et qui font 25% de large, puisqu'on a vu qu'avec 4 éléments, hop, donc là ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? A priori j'ai pas sauvegardé mon fichier index.php, si pourtant, parce que là on voit que du coup j'ai pas l'ID qui est appliqué sur l'élément. Ah ok, hop, si ok, pardon. Donc en fait c'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'ici j'ai retiré l'espace insécable avec un font size 0, donc forcément tout ce qui est à l'intérieur on le voit pas.
Donc on va bien penser sur les lits à remettre un font size de 18 pixels. Et donc là, du coup, je revois bien les différents éléments qui s'affichent. Par contre, on voit qu'on a une petite erreur PHP. On va essayer de voir pourquoi. Donc on y retourne. Donc en effet, j'ai une erreur PHP parce que j'ai besoin de info. Donc la variable info ici, qui est définie qu'en dessous. Donc du coup, ça, je le reprends et je le remets bien avant, de façon à pouvoir l'utiliser. Si on regarde, j'ai bien plus mon erreur. Donc ici, j'ai bien verte, qui est à côté de bleu, qui est même à côté de rouge, qui est à côté de noir. Donc ces éléments, on voulait les centrer. Pour les centrer, on a vu comment on avait fait jusqu'ici. On avait créé une div avec la classe wrapper, et on avait mis les éléments qu'on voulait centrer dedans. Donc là, mes éléments sont centrés. Par contre, du coup, maintenant, j'ai plus besoin de ça, puisque c'était notre test, on peut le supprimer. Voilà, ça, on n'a pas les aimants en double. Donc là, maintenant, on va aller revoir un petit coup notre maquette. Donc sur la maquette, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que du coup, pour chacun des éléments, on a une couleur d'arrière-plan. On a également le premier élément qui est un plus grosse taille que les deux autres. Donc on va les mettre des spans autour de tout ça pour les manipuler les uns par rapport aux autres. Donc ici, on va créer un span pour la couleur, le nombre qui est le plus grand. Donc je vais mettre ça, donc c'est la valeur en fait open. Donc je vais mettre open- c'est pas terrible, mais open slopes. Ok. Ensuite, on va créer un second span qui aura la classe total. C'est le nombre total de pistes finalement, hein, par couleur. Open-slopes. Et ensuite, on va créer un autre span avec la classe name, parce que c'est le nom de notre couleur. Name-open-slopes. Donc je vais aller reprendre chacune des valeurs et les remettre au bon endroit. Donc à chaque fois, je vais reprendre mes balises PHP et faire un écho de l'élément que je vais afficher. Donc l'élément que je vais afficher ici, c'est celui-là. Ensuite, je veux afficher cet élément-là, donc avec le petit slash devant, mais du coup, je vais le mettre plutôt en HTML. Je ne vais pas m'embêter à le concaténer en PHP. Hop. J'oublie pas le petit point virgule à la fin. Et ensuite, la couleur, c'était $value. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop, on va regarder voir ce que ça nous change ou pas. Voilà, normalement ça devrait rien changer, donc c'est bon. Simplement si j'inspecte mon élément maintenant, hop, j'ai bien des spans pour chacun des éléments, je vais pouvoir les manipuler du coup. Et si je retourne sur la maquette, je vois que du coup que le 0,5/18 est à côté de verte. Donc du coup, pour pouvoir mettre ces éléments l'un à côté de l'autre, je vais refaire un span qui va encapsuler ces deux éléments-là, vu qu'ils sont dans la même zone en termes d'affichage. Non, on va pas faire un span, d'ailleurs on va faire une div plutôt. Vu que c'est un bloc, plutôt, ça me semble plus logique. Une div. Donc là pareil, visuellement, ça fait passer les éléments à la ligne. Pourquoi? Parce que c'est un élément de type bloc que j'ai rajouté, à savoir la div, qui du coup prend 100% de la taille disponible, et donc fait passer le span qui contient la couleur verte en dessous. Donc on retourne sur notre maquette. Déjà pour que ce soit un peu plus visible, on va y rajouter à cet élément-là l'espace qui est après. Donc ici, hop, a priori ça doit être aux alentours de 95 pixels. J'arrive pas à bien prendre la taille. Voilà, hop. 95 tout à fait. Donc l'open slope a un margin bottom de 95 pixels. Et on va lui mettre également margin top, qui est donc ici de 35. Même top de 35. Voilà, ça c'est un petit peu plus facile à lire. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de mettre cette couleur de fond. Donc les couleurs de fond, on va regarder comment on pourrait faire. L'idée, ça serait sur chaque ELI de mettre une classe qui correspond à la couleur de piste. Donc je vais mettre un petit préfixe, color, un petit suffixe plutôt, color,
Et donc du coup, tiret color. Et avant ce tiret color, je voudrais faire un écho de quelque chose. Ce quelque chose serait le nom de la couleur. Donc le nom de la couleur, je ne sais pas où il est, mais il me semble bien qu'il est... Donc comme je ne sais pas où il est, hop, je vais faire dans mon lit un petit debug de $key et un petit debug de $value pour voir un petit peu quelles sont les données que je manipule. On va voir ce que ça donne. Hop. Et donc là, ça met bien green pour $key et verte pour $value. Donc du coup, je sais que j'ai directement la clé ici qui va me permettre d'afficher cette petite classe de couleur. Donc je supprime mes deux debugs, je fais dans classe, je fais echo de $key et après j'ai mis un suffixe -color. Si je réinspecte un peu mon code, je vois bien que du coup j'ai bien green-color qui vient de s'afficher pour la piste verte, blue-color, red-color et black-color. Donc là ils ont déjà changé de couleur, parce que si vous vous rappelez, on a mis du CSS comme ça un petit peu à l'arrache pour faire une petite simulation. Donc on va le retirer, on va recharger, donc là on voit que les couleurs n'ont pas été modifiées, parce qu'on n'a pas encore assigné à chacune de ces couleurs une couleur justement. Donc du coup, open-slope eli.green-color. Et on va lui dire que toi, du coup, tu as un background color, et on va récupérer sur Photoshop la valeur de cette couleur-là. Mais que tu as également une couleur, puisque le texte est en un vert également, qui est celle-ci. On va tester uniquement pour la première, voir déjà si ça fonctionne. Donc là, a priori, c'est pas mal. Donc je vais dupliquer ça 4 fois, du coup, j'ai 4 couleurs. Hop, du coup, ici, ça va être la classe blue, la classe red, et ici, la classe black. Donc on va récupérer les couleurs pour chacun de ces éléments. Donc l'arrière-plan du bleu, c'est celle-ci. La couleur du texte du bleu, c'est celle-là. Pareil pour le rouge. Hop, la couleur du texte du rouge. Et on fait pareil pour le noir. Donc la couleur d'arrière-plan du noir. Et la couleur du texte du noir, qui n'est pas tout à fait noir, qui est un gris. Hop. Là, si on recharge, du coup, j'ai bien mes différents éléments dans la bonne couleur. Donc maintenant, on va s'occuper du positionnement de ces éléments, parce que là, c'est pas très lisible. Donc on retourne encore une fois sur Photoshop, et on va prendre du coup les valeurs. Donc ici, on voit que le chiffre le plus grand, donc le nombre de pistes ouvertes, est donc en Open 100 et en bold, et en taille 55. Le 18 à côté est en bold également, mais en 20. Et le vert est en bold aussi et en 20. Donc a priori, ici, je ne vais pas mettre un font size de 18, mais un font size de 20. Je vais mettre que tout ça sera du bold. Donc le bold, on avait vu que c'était le font wave 700. Donc là, on voit que ça s'est bien appliqué. Et on veut dire que du coup, il y aura une exception. Pour le span qui est la classe open-color. Il a un font size, du coup j'ai oublié la valeur, je vais la récupérer, de 55. Donc là ça fonctionne pas parce que ici open c'est pas -color, c'est -slopes. Voilà, donc là on a bien les différentes tailles sur les différents éléments. Donc maintenant il faudra mettre ces éléments les uns à côté des autres. Donc c'est toujours la même histoire, pour mettre les éléments les uns à côté des autres, on va utiliser le display in and block. Donc ici on va dire que la div qui est à l'intérieur, mais également le span qui est la classe du coup name-open-slopes en display in and block. Vertical aligne, et ce coup là on va pas mettre middle mais bien bottom, parce que si on reprend la maquette on voit que le nom de la couleur est bien aligné en bas par rapport au reste, donc vertical in bottom. Et du coup il faut encore une fois lui retirer l'espace insécable, donc du coup je vais dire que finalement le font size je le spécifie pas sur le LI, puisque je vais mettre un font size de 0 et je le spécifie sur les éléments qui sont à l'intérieur du LI. Donc ici hop, on a bien nos éléments qui sont les uns à côté des autres. Donc pour l'instant ils sont collés, c'est pas terrible.
Donc du coup, on va déjà s'occuper de cet espace. Donc on va regarder l'espace qui est en hauteur, ici. Un peu, il faudra que je mette des repères, ce serait plus simple quand même. Voilà. Donc j'ai 30 en hauteur. Donc j'ai un padding de 30 px. Et en largeur, combien on a? De 21. 21 px. On charge, hop, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc là, hop, on voit que les éléments sont bien alignés. Par rapport en bas, donc pas tout à fait d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je ne sais pas aligné tout à fait en bas. Il y a un petit égalage qui va pas bien. Bon, on va déjà les positionner, on verra après pourquoi il y a ce petit décalage qui n'est pas forcément terrible. Ah oui, ok. Ici, il faudrait spécifier un line 8 de combien on va avoir. On va faire un line 8 de combien, que ça ne pète pas. Faudrait le calculer. Bon, on va pas le faire comme ça, on va le calculer tout à l'heure. Donc du coup, on va déjà s'intéresser à mettre notre bleu du coup à droite. Et donc on va aller faire un text align right. Donc le text align right ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un élément de type inline block. Donc du coup, il va falloir le positionner différent, cet élément-là. Hop. Alors, on va donc définir une largeur à cet élément-là, donc à savoir la div, et une largeur pour cet élément-là, à savoir le span qui a la classe name open slopes. Donc on va retourner dessus. Et on va dire que ces deux éléments-là ont un width de 50%. Voilà. Donc là, hop, j'ai 50% et ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce qu'en fait, l'élément 0,7, 0,8 prend plus de place que 50% disponible. Donc là, du coup, je vais leur assigner plus de place. Je peux leur mettre 60%. Bah, si on voulait voir ce que ça donne, ça me fait une petite marche, c'est pas mal. Je vais également leur ajouter un margin-right de 10%. Et on va dire que le name OpenSlope, il a un width, du coup, j'ai pas fait les calculs, de 35%, ça va être ça. Non, c'est pas 35, 30%. Et donc là, maintenant, je peux rajouter le petit text align right, parce que j'ai bien mis une largeur. Donc on va aller reprendre ces valeurs. Donc on a dit qu'on avait cet élément-là, donc à savoir le nom de notre couleur qui est en text align right, qui a un width de 30%. On a dit qu'on avait un margin left du coup de 10%, on va le faire à l'envers. Et ici du coup, il faut que je mette 60%. Si je recharge, du coup, ils sont bien affichés correctement. Donc j'ai bien dit que ma div faisait 60% de large et que mon span faisait 30% de large plus un margin left de 10%, ce qui fait du coup la somme 30 plus 10 plus 60, ce qui nous fait bien 100%. Donc du coup là on est nickel sur nos éléments. Ok, là c'est plutôt pas mal. Donc on va reprendre la maquette pour voir un peu ce qui nous manque. Il nous manque cet élément-là avec le titre. Donc là, on va aller récupérer ce titre. Donc là, on va plutôt mettre ça dans un H2, ça me semble pas mal. Donc on va faire ici. On va mettre là, comme ça on n'aura pas besoin de dupliquer la classe wrapper, parce qu'ils sont également centrés. Donc là, je vais faire une div qu'on va appeler, comment on pourra appeler ça, allez, on va faire ça, id égale header-content avec un h2. Donc on avait copié-collé le texte et en dessous on va mettre un p avec la classe descriptions. Non, on va mettre subtitle, tiens, sub-title. On va récupérer donc notre phrase. Donc notre phrase comme tout à l'heure on l'avait préparée, elle est ici. Hop.
Je vais vérifier si elle correspond bien à la maquette. Le domaine skiable est ouvert à 80%. Le domaine skiable est ouvert à 80%, ce qu'on a, enfin, à un certain pourcentage qu'on a mis. Et ensuite, on avait 20 pistes ouvertes et 2 pistes fermées. Donc là, j'ai bien le nombre de pistes ouvertes et le nombre de pistes fermées. Donc là, a priori, on est plutôt bien sur les informations qu'on va afficher. Donc là, encore une fois, il me dit que la variable info n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle est déclarée que ici. Donc, je l'affiche tout en haut. Enfin, je la crée tout en haut et j'appelle la fonction infoslope que j'enregistre le résultat dans ma variable info. Donc là, on a notre titre qui est plutôt bien positionné. Donc on va regarder quel est le design de ce titre. Donc ce titre, il a déjà un espace ici, qui est donc de 60 pixels. Donc cet espace, je ne vais pas le mettre sur le titre, je vais plutôt le mettre sur la banner. Je trouve ça plus logique de le mettre en bas de la banner. MB de 60 pixels du coup. Voilà. On va aller styliser notre titre. Donc notre titre, il a une taille de 26 pixels. Il est en Open Sans Bold. Et il a le noir de la couleur, enfin le gris qu'on avait mis par défaut. Donc il n'y aura pas besoin de le styler. Alors, header-content, on avait dit. Le H2, font size de 26, c'est ça. Et font wave, donc on a dit que c'était du bold, donc le bold c'était le 700. Donc là on a le titre qui est bien, notre titre également. Il a donc une marge en bas, hop, de 10 pixels, MB 10 pixels. Ok, le domaine skiable du coup, a priori, vu que c'était la taille de texte par défaut, ouais c'est ça, donc le 18, le light et open sans, donc on n'a rien à lui faire, puisqu'on a spécifié ces valeurs-là, hop, plus haut sur le body, donc sur tous les éléments de page, donc il a bien le bon comportement souhaité. Donc là on est bien, on verra pour faire le petit picto après, à côté. Hop, ok, donc là on est bien sur cet élément-là, on a donc notre header qui suit le contenu, la banner avec le titre, la zone de sous-titre, la zone avec les différentes ouvertures de pistes, et il nous reste la partie avec les pistes de ski en détail. Donc on va aller hop, supprimer cet élément-là, on n'en a plus besoin. Et notre tableau, on va l'insérer également dans la div wrapper. Donc je vais créer une autre div, on n'a pas besoin de créer une div d'ailleurs. On va mettre le tableau directement, sur lequel on va mettre un ID qui sera list-slops. Je crois pas qu'on avait dit que ça s'appelle comme ça encore, non. Voilà, tac tac tac. Je reprends maintenant le contenu souhaité, donc je veux une pastille de couleur avec écrit débutant à côté, et je veux un statut qui serait ouvert ou fermé. Donc là, si je regarde ce que l'on a réellement, c'est pas exactement ça. On a green, blue, red et black, on n'a pas de pastille de couleur, par contre on a déjà l'ouvert fermé. Donc en fait, finalement, le principe pour green, blue, red et black, ça va être comme celui qu'on a mis tout à l'heure, on va faire des classes. Donc on va créer ici un span à l'intérieur de notre TD, qui aura une classe, qui aura comme value, qui aura comme, comme valeur, hop, la couleur en anglais, avec un suffixe -color, hop. Donc là, on va plus voir cette information-là, puisqu'on ne lui a pas donné de taille à cet élément. Donc je vais aller dans mon CSS list slops, et je vais dire que le span, on va mettre une petite classe quand même à ce span générique, de toute façon, si par la suite on met d'autres spans dans notre tableau, qu'on ne soit pas embêté. Donc je vais mettre status-list-slops. Hop, donc statut-list-slops. On veut avoir une puce qui est donc de 30 par 30, donc display block, with 30 px, 8 30 px, et je vais mettre background color par défaut, je vais mettre 333, histoire juste qu'on voit à quoi ça ressemble. Là je recharge, j'ai bien des carrés de couleurs,
Donc 3, 3, 3. Ce qu'on voudrait, c'est pas avoir la même couleur systématiquement, c'est qu'en fonction de la couleur qui est sélectionnée, on applique le vert, le bleu, etc. Donc ici, on va reprendre chacune des couleurs là. D'ailleurs, on va faire plus simple plutôt que de s'embêter à écrire à chaque fois. Hop, vu qu'ici c'est background qu'on veut changer, ici je vais rajouter une petite virgule et dire que je veux exactement la même chose pour les éléments. Donc le color sera pas appliqué puisqu'on n'a pas de texte dedans, mais c'est pas grave. Ça nous évite de répéter les couleurs par la suite. Hop, ce qui est quand même plus simple. Donc ici je remplace à chaque fois la valeur par le nom de la couleur. Si on recherche bien les différentes couleurs qui ont bien été appliquées. Donc là, on a des carrés, c'est bien gentil. C'est pas des carrés qu'on veut nous, c'est des ronds. Par contre, je crois que j'ai voulu aller un peu vite. On va vérifier quand même. La couleur verte, c'est 27 AE60. Et ici, c'est pas la bonne couleur. La couleur, c'était celle du texte qu'on voulait. Donc du coup, on peut pas faire ce que je viens de faire. Donc on va être obligé de répéter les choses. Donc je reviens en arrière. Donc tant pis. Donc du coup, on va reprendre tout ça. Hop, voilà. Et on va changer du coup la sélection en disant que ce qu'on veut sélectionner, c'est liste statut-list-slope.green-color. Et ici, c'est background color que je veux à la place de la couleur du texte. Et donc, je vais faire la même chose partout. Hop. Je supprime les couleurs. Ici, je reprends le bon sélecteur. Je change bien le nom de la classe que je veux sélectionner. Blue, ici. Red, ici. Et black pour nos dernières pistes. Et si je reviens dessus, ce coup-là, j'ai bien les bonnes couleurs. Donc on a voulu gagner un peu de temps, ça aurait été une bonne idée, mais malheureusement, c'était pas les bonnes couleurs qui étaient appliquées. Donc, on ne veut pas une pastille carrée comme on l'a dit tout à l'heure, mais on veut une pastille en cercle. Donc pour ça, on va faire un border radius de 30 pixels, qui est la taille de notre élément. Et donc là, j'ai bien des cercles. Donc là, en termes de contenu, on est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on veut. Maintenant, il va falloir designer un petit peu notre tableau pour qu'il ressemble un peu plus à cet élément-là. Donc notre tableau, il a un titre, déjà, qu'on nous, on n'a pas. Donc piste de ski alpin. Donc pour ajouter un titre sur un tableau, il faut rajouter un caption. Donc je le mets dans mon tableau. Je peux le mettre où je veux dans mon tableau. Hop, je recharge. Et bien du coup ici, le titre de mon tableau. Et qu'on retrouve bien ici. Donc du coup, je vais pouvoir styler ce titre par rapport à cette balise caption. Donc je retourne dans mon CSS et je vais dire que ici, crochet list-slopes caption, je veux que tu aies une couleur blanche, que tu aies une taille de 18 pixels et que tu sois en bold. Donc font wave de 700. Font size de 18 on a dit, donc 18 c'était la taille par défaut, donc on n'a pas besoin de le remettre. Et par contre on veut qu'il soit sur un arrière-plan, un background color de ce gris là. Donc pareil, hein, pour récupérer la couleur, là j'ai utilisé la pipette, donc I pour sélectionner la pipette, je clique sur l'élément que je vais récupérer, et donc il se met ici dans ma couleur de sélection. Et donc du coup ici, background-color, je reprends la valeur que j'ai récupérée de Photoshop. Recharge, du coup j'ai bien mon élément. Cet élément là, il a un padding, donc ce padding c'est 14 pixels. Donc je vais lui mettre 14 px en haut et en bas, et à droite et à gauche je vais lui mettre 20 pixels, de façon à ce qu'il ne soit pas collé quand on sera sur responsive. Voilà, comme ça là, on est pas mal. Donc là, je ne vais pas m'occuper de la petite flèche, on verra ça après quand on rajoutera une petite couche de JavaScript. L'idée, ce serait que quand on clique sur ces flèches, ça replie la liste des pistes de ski ou ça l'ouvre si elle était déjà repliée. Donc là, on a notre contenu principal, mais notre tableau, il est un peu tout tassé. L'idée serait de le mettre à 100% de l'espace disponible. Donc pour ça, je reprends list-slopes, qui est donc mon tableau. Je lui mets un width de 100%. Et je vais utiliser un border collapse de façon à ce que les colonnes s'adaptent automatiquement en fonction du contenu qui est à l'intérieur. Voilà, comme ça on voit que du coup j'ai bien mon tableau qui fait 100%.
et j'ai bien mes colonnes qui sont adaptées en fonction de leur contenu. Donc là, on est plutôt bien. Il va nous rester à faire l'affichage d'un arrière-plan une fois gris, une fois blanc, une fois gris, une fois blanc, de changer la couleur des différentes pistes et de leur rajouter des petits paddings autour de nos différentes lignes. Donc là, on va prendre la taille de notre padding. Le padding, c'est 13 pixels. Donc je vais dire que dans list-slopes td, je veux un padding de 13 pixels en haut et en bas. Et je vais mettre 20 pixels, enfin on va aller chercher la valeur, mais je crois que c'était 20 pixels à droite et à gauche. Zoomer un peu, hop. 19, moi j'ai bien fait de la vérifier, hop. 19 pixels à droite et à gauche. Je recharge, j'ai bien quelque chose qui est un peu plus sympa. Par contre ici, ça m'a déformé la taille. Pourquoi ça m'a fait déformer la taille de ma bulle? Ah oui, alors ça m'a déformé la taille de ma bulle parce que je pensais avoir mis ma classe statut list-slopes sur mon span, ce qui n'est pas le cas, je l'ai mis sur mon TD. Du coup, ça me fait le bazar, donc j'ai bien la mettre ici. Et par contre, ça, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, hop, on est bon. On a bien depuis, ils ne sont pas déformés, parce que comme j'avais rajouté un panning, ça modifiait le ratio de ma boîte, et du coup, ça déformait un peu tout ça. Donc là, on est bien. Ensuite, je voudrais avoir du coup mes éléments qui sont ici, alignés à droite. Puisque si on reprend la maquette, hop, ils sont alignés à droite ici. Et ils sont en semi-bold. Donc pour ça, je vais rajouter une classe sur mon TD là. Classe, et je vais appeler ça comment status. List-slopes. Ah, apparemment j'ai déjà un statut list-slopes. Oui, parce que là j'ai mis statut, c'est pas forcément terrible comme nom. Je vais plutôt mettre color, en fait finalement c'était color ici que j'aurais dû mettre. Je suis un petit peu embrouillé là-dessus. Donc du coup on va retourner modifier notre CSS, parce que du coup ici c'est plus statut qu'on veut, mais c'est bien color. Color, donc je le remplace bien partout. Voilà, donc là j'ai bien remplacé partout. Maintenant je peux donc utiliser le bon statut, donc list-slopes.status-list-slopes. Et je veux donc les éléments qui sont à l'intérieur de cette cellule, je veux que soient alignés à droite. Donc j'en mets un text align right. Donc là ils sont bien alignés à droite. Ensuite j'ai vu que j'avais un font width de semi-bold, donc le semi-bold de open 100. Donc si on reprend ici, le semi-bold c'était 600 quand on avait chargé notre police open 100. Je recharge et du coup je suis bien en semi-bold. Par contre la taille me paraît un peu grande et en effet c'est du 15 pixels par contre. Donc un font size de 15 pixels. Voilà. Donc là on est bien. Et par contre il faut leur changer la couleur. Donc les couleurs, si je suis sur du vert, c'est cette couleur là. Donc pour ça il va falloir dire que si je suis sur list-slopes.status, enfin classe statut-list-slopes.open, je vais rajouter une classe open, dans ce cas là j'ai une color qui sera de ce code là, et si c'est en close, hop, je veux la couleur rouge, donc la couleur rouge on va la chercher. Ok, donc là on a dit qu'on voulait appliquer ça sur les éléments qui avaient la classe open et la classe close. Par contre on n'a pas encore ajouté ces deux classes là sur notre statut, donc ici on va devoir les rajouter ça. Donc là, est-ce qu'on l'a cette information? Donc là je suis pas sûr de l'avoir, donc pour ça, enfin si je sais qu'on l'a mais je sais pas dans quoi, donc je vais faire un debug de $value, voir un petit peu ce que j'ai dans mon détail de value. Donc je fais ce debug dans mon for each pour voir pour chacun de mes éléments ce que j'ai. Donc pour chacun de mes éléments, je vois bien que le statut, je l'ai ici. Donc le statut, j'ai 1 quand c'est ouvert, rien quand c'est fermé, parce que c'est un booléen. Du coup, l'idée, ça serait de faire une petite condition. Alors, comme on n'a pas vu les conditions ternaires, on va plutôt faire une condition normale. Donc je vais faire if $value, donc comme c'est un tableau, je vais accéder à la clé status, je mets $value crochet status, différent de empty, donc c'est-à-dire n'est pas vide.
Dans ce cas-là, je vais faire un pardon, hop, voilà. Dans ce cas-là, j'affiche le statut de cette manière-là. Sinon, donc else, j'affiche le statut de cette manière-là. Donc là, c'est bien gentil, mais ça change pas grand-chose. Qu'il faut que je fasse une classe autour de mon statut, pardon, un span autour de mon statut qui a la classe. Du coup, si c'est différent de empty, c'est-à-dire que c'est open. Sinon, je fais un span avec la classe close et je mets le contenu dedans. Donc là, hop, comme j'ai mis des classes à l'intérieur de mes éléments, il faut qu'ici j'aille bien dire que ce sont des enfants dans mon CSS. Donc je rajoute bien un espace ici et je recharge. Donc là, j'ai fait une petite erreur, ligne 81. Donc ligne 81, qu'est-ce qu'il me dit? If, else. On va relire l'erreur. If, else. Pourtant. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Est-ce que là j'ai une parenthèse, là j'ai une parenthèse, là aussi? Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans nos conditions? Alors, on va regarder tranquillement. J'ai dû me planter sur mon if, donc c'est pas grave, je vais juste. Bon, il faudrait mettre un else, hein. C'est juste que je pas perdre mon temps à chercher mon erreur parce que je voulais montrer une autre solution de toute façon. Donc voilà, bon là si je l'écris comme ça fonctionne, donc j'ai bien ce que je veux. Mais moi ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fait quand même beaucoup de code, donc c'est pas terrible. Surtout que je me répète, notamment au niveau de ce span avec son contenu, la seule chose qui change c'est l'open. Donc là on va préférer faire un if ternaire. Donc l'if ternaire il va s'écrire comme ça. Donc PHP, echo parce que je vais afficher quelque chose. Je vais mettre des parenthèses, ça va être ma condition. Ma condition, qu'est-ce que c'est? C'est si c'est différent de empty. Donc, qu'est-ce qui est différent de empty? De leur value status. Dans ce cas-là, donc là, je mets un point d'interrogation pour dire je vais faire le premier cas, je vais faire cette chose-là. Ensuite, 2 points, et je vais faire le deuxième cas. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire open, si c'est différent de empty. Sinon, je vais écrire close. Ça, on va voir ce que ça fait, cette ligne-là. Hop, je recharge. Ici, ça m'écrit bien close, open, 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 close, close, open, etc. Du coup, ça, je ne veux pas l'afficher comme ça en vrac. Je veux l'afficher en classe sur un span. Donc ici, je vais faire un span avec une classe. Et dans ces classes, je vais lui mettre mon if ternaire. Et du coup, à l'intérieur de cette classe, je vais pouvoir ajouter le statut. Voilà, donc comme ça j'ai bien le résultat que je souhaite. Vous voyez que c'est un petit peu plus simple comme à écrire dans ce cas-là. Donc c'est vrai que la structure est un peu plus complexe à appréhender, mais je trouve que ça peut vraiment simplifier le code dans certains cas. Donc je le redétaille avec vous. Donc je mets une parenthèse, enfin je mets entre parenthèses la condition que je veux. Si cette condition est vraie, je mets un point d'interrogation et je fais ce traitement dans le cas où c'est vrai. Sinon, je fais 2 points et je mets du coup l'autre valeur. Attention sur cette écriture-là, il faut forcément qu'il y ait un sinon. Donc, si jamais vous voulez rien faire en sinon, bah, vous mettez simplement comme ça, c'est-à-dire une chaîne de caractère 8, donc il fera rien. D'accord? Donc, nous, on veut qu'il fasse quelque chose, c'est un close. Hop, je recharge. Donc là, j'ai bien donc mes statuts qui sont affichés correctement. Maintenant, il me reste à traiter donc ces histoires de couleurs d'une ligne sur l'autre. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Hop. Là, celui-là, le padding, alors pas terrible. Pourquoi? Parce que oui, la bulle est plus grande que cet élément-là. Mais ça, on va le régler du coup. On le verra plus facilement en mettant les couleurs, on pourra le régler plus facilement. Donc les couleurs, je vais récupérer. Donc c'est un élément sur 2. Je veux mettre comme arrière-plan de couleur F4, F4, F4. Donc pour ça, je vais dire que du coup,
dans mon CSS. Je vais me remettre ici. Je veux que list-slopes tr 2.nth-child, c'est-à-dire je vais sélectionner un élément sur 2, donc 2n, et je vais mettre background color. La couleur j'ai récupéré sur Photoshop, donc un petit gris clair. Donc là si on regarde, j'ai bien un élément sur 2 qui est bien en gris. Donc il y aurait une autre manière de faire, c'est en disant ici que je veux les éléments qui sont pairs, ou impairs, d'ailleurs je ne sais jamais entre les deux. Voilà, donc là si je spécifie, je sais plus si c'est pair ou impair d'ailleurs, je vais vérifier dessus, pour pas vous dire de bêtises. Hop. Voilà, donc ça c'est pair. Et si vous voulez impair, c'est odd. Donc là vous allez voir que ça va m'inverser. Donc c'est la première ligne qui vient en gris, la seconde qui est en blanche. Donc là si on regarde, d'ailleurs c'est ce que je voulais, c'est plutôt du pair impair. Donc comme ça, j'ai bien le résultat que je souhaite avoir. Donc là on va regarder un petit peu notre tableau, on voit qu'il n'est pas forcément génial. Pourquoi? Parce que cet élément-là est plus important que les autres en termes de taille, donc ça me fait des petits problèmes. Donc comment on pourrait régler ça? En mettant qu'on veut un min 8 pour les TD, qui serait donc de la hauteur de notre pastille. Donc du coup si je mets min 8 ici, non ça fonctionne pas, pourquoi il nous embête? Alors, est-ce qu'on aurait mis quelque chose qui rentre en contradiction avec ce qu'on a écrit? Non, ça c'est pas mal. Là on est bien, là on est plutôt bien aussi. Alors pourquoi ça nous embête? Eh ben on va passer notre span. Est-ce qu'on l'avait mis en... Oui, on l'a mis en display block pourtant. Et bien du coup on va utiliser donc pareil la propriété verticale align qu'on va mettre sur nos TD middle. Et comme ça va bien nous les centrer. Voilà, tout simplement, au lieu de mettre un 8 qui c'est pas forcément terrible, je vais remettre un vertical in middle. En fait, j'ai oublié qu'on peut mettre la même propriété que sur le display inline block. Donc ici, hop, je retourne dans mon CSS et j'ai mes TD, je l'ai vu en vertical in middle. Ça, j'ai un truc quand même un peu plus sympa. Je regarde, donc là, on est plutôt bien. On a simplement la première colonne qui est un peu plus large que ce qu'on avait ici. Donc on va spécifier que sur cette première colonne, on va vouloir avoir une largeur qui est moindre. Donc cette largeur, on va la forcer. Donc pour la forcer, on va dire que list-slopes tr td. Donc je veux uniquement les premiers td de chaque ligne. Donc dans ce cas-là, first-child, pour dire je prends uniquement le premier élément et je vais mettre une largeur de 60 pixels. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est un peu plus serré, donc ça adapte la taille des deux autres colonnes grâce au border collapse qu'on avait mis tout à l'heure. Donc là on a quelque chose qui est assez cool. On va retirer notre petit debug qu'on a dû laisser traîner, voilà, ici. Hop, comme ça on a plus ce petit debug. Et donc là on a la piste de ski qui est quand même presque terminée. Il nous manque le petit picto rajouté ici. Et ici moi je trouve ça pas très esthétique quand on arrive en bas qu'il n'y ait pas un petit espace, donc on va rajouter une petite marge en bas. Donc sur list-slope, on met un margin bottom de 35 pixels. Allez. Et donc là, voilà, c'est pas collé, c'est un peu plus sympa, je trouve. Voilà, donc du coup, on va faire le petit picto qui reste ici, et je pense qu'après, on aura terminé. Donc le picto, on va le découper. Donc encore une fois, je me mets en contrôle-clic sur l'élément, ça me sélectionne le calque. Je fais clic droit sur mon calque, dupliquer, nouveau. Je supprime les pixels transparents tout autour. Donc là, je vois bien mon petit picto. Je fais exporter, enregistrer pour le web et les périphéries. Je le mets en PNG parce que là, je veux de la transparence sur mon élément. Je l'enregistre. Et du coup, on va le rajouter. Donc pour le rajouter, du coup, il faut qu'on le mette au niveau du titre. Donc il est à côté de nos deux éléments. Donc pour qu'il soit à côté de ces deux éléments, on va créer une div dans laquelle il y aura notre image. Donc là, l'image, on aurait pu aussi la mettre en CSS, c'est pas très grave. Ski, je vais mettre le weave, on n'oublie pas de le mettre, avec le
height également. Je vais récupérer sa taille, donc 42 par 48. 42 par 48. Ici, je vais chercher donc mon image, donc dans Assets, slash image, slash ski.png. Bon, je pas, donc là, j'ai bien mon petit picto. Maintenant, il faudra le mettre à côté des éléments. Donc pour que ce soit à côté, je vais refaire une nouvelle div qui va contenir mon H2 et mon P. Et donc, je vais la retravailler sur header content. Donc header content, ici, je vais lui dire que il a encore une fois son espace insécable qui est supprimé avec le font size 0, et qu'ensuite dans header content, toutes les divs qui sont à l'intérieur, donc on sait qu'il n'y en a que deux, ils sont en display name block, vertical align middle, ça pourrait être, ouais non, top ce sera mieux, puisque du coup, hop, on voit qu'ici, si on reprend la maquette, c'est bien aligné en haut ici, donc je vais reprendre plutôt le top. Mettre un width du coup de 50% pour les deux, juste encore une fois pour tester, et on verra après comment ajuster. Voilà, donc là ils sont bien l'un à côté de l'autre. On voit que ma petite phrase en dessous a disparu. Pourquoi? Parce que comme j'ai mis font size 0, il faut que je respécifie qu'à l'intérieur ils ont un font size de 18. Sinon on voit plus mon texte. Je recharge, donc là j'ai bien mon texte. Donc maintenant on va les mettre la bonne largeur. Donc la bonne largeur ça va être ici width de 15%. C'est trop, hop, voilà, donc mettre 8%, ça me paraît un peu grand aussi. Hop, voilà, on va mettre 5%, ça a l'air pas mal. Donc je vais mettre un width de 5%. Et je vais dire que ma dernière div, donc .last-child, elle a un width du coup de 85%, ce qui nous fait 90%, et je vais lui rajouter un margin left de 10%. Donc là, à mon avis, les dimensions ne vont pas être bonnes encore, il va falloir retravailler un petit peu tout ça. Je recharge, en effet, la marge est beaucoup trop importante. Donc on va la réduire. Ici, on va lui mettre un margin right de 2%, c'est plutôt bien. Voilà, 2%, ça a l'air pas mal. Donc 2%. Et du coup, ici, on va pas mettre 85. On va forcément pouvoir augmenter ce qu'on a de la place de disponible. Donc on va pouvoir mettre 93. Donc ici, 93%. Et ici, du coup, 2%. Et donc là, on a bien le bon comportement. Donc ce qui serait bien, c'est que cette image ne soit pas déformée si jamais on passe en dessous des 5%. Donc pour ça, on va rajouter quelque chose de global en disant que toutes nos images, elles ont comme taille maximale 100%, donc leur propre taille. Et pour garder le ratio entre la hauteur et la largeur de l'image, on va rajouter un height auto. Comme ça, quand on sera responsive, on ne verra pas que ça pète. Si par exemple ici, je dis qu'elle fait pas 5%, mais qu'elle fait moins, on voit que mon image, comme ça, elle change de taille sans être déformée. D'accord, ça m'évite de casser. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cet exercice. Donc il nous restera à faire le petit moteur de recherche, ici, et dérouler la liste des pistes en JavaScript, en fonction de si on a cliqué ou pas sur cette petite flèche. Donc la flèche, je la rajoute pas, je la rajouterai uniquement quand on fera le JavaScript. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu de nouveau, on a vu du coup l'unité VH pour pouvoir afficher une hauteur d'éléments en fonction de l'écran disponible, donc sans scroller. On a vu comment styliser un bouton de formulaire avec un sprite. On a vu comment utiliser les pseudo-éléments avec le filtre qu'on a mis derrière cet élément. Les pseudo-classes, pardon. Les pseudo-classes qu'on a mis avec le before sur l'espèce d'assombrissement qu'on a mis sur l'image. Et on a vu la position statique qui permet de mettre un élément par-dessus le reste du contenu qui reste toujours au même endroit lorsqu'on va scroller. Voilà, bah écoutez, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai. À bientôt.